Lux Radio, il est 12h16 et comme tous les jeudis, c'est le moment de retrouver les rendez-vous de l'immobilier. Aujourd'hui, nous parlerons du régime d'immatriculation foncière. Et pour nous éclairer, nous sommes avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. Bonjour Fatine, bonjour Nza, bonjour à tous. Alors avant de vous laisser la parole, Nza, je rappelle que vous pouvez réagir et poser vos questions sur l'application Lux Radio. Mohamed Lazim, merci une nouvelle fois d'être présent parmi nous. Après le volet consacré au marché public, place donc au régime d'immatriculation foncière que nous allons traiter là encore en plusieurs volets. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu historique sur ce régime d'immatriculation foncière? Oui, donc je suis d'accord avec toi Nza pour pouvoir traiter ce sujet pendant plusieurs numéros, de par la grande importance de ce sujet-là, parce que par l'immatriculation, on peut promouvoir et développer l'immobilier au Maroc. Donc, pour répondre à votre question, Nza, donc le régime d'immatriculation foncière, il est appelé le régime des livres fonciers. Donc, c'est un régime qui trouve son numéro dans l'acte de Torrance. Donc, c'est un acte qui relève d'une loi australienne. En fait, c'est qu'en 1913, le protectorat il a introduit cette nouvelle forme de publicité, qui est l'immatriculation foncière, et ce pour la sécurité juridique totale des propriétés immobilières. Au Maroc, cette forme de publicité, qui est l'immatriculation foncière, est différente de celle de la France. Voilà. Alors justement, pourquoi le protectorat a introduit un système de publicité, vous avez dit, qui est différent de celui de la France? Oui. Alors, tout simplement parce que le système de publicité en France n'est pas sécurisé. Et c'est pour cette raison le protectorat il a ramené un autre système différent de celui de la France, qui est le système australien, ou bien le système des livres fonciers. Alors, ce système-là, il a été introduit par le protectorat dans plusieurs colonies, notamment le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la Syrie et le Liban. Également, d'autres pays ils ont adopté ce même système de publicité, notamment l'Espagne, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, le Canada, etc. Sauf que ces pays-là, ils ont adopté ce système de publicité, mais avec certaines différences. Par exemple, au Maroc, c'est une administration publique, c'est la conservation foncière qui gère l'immatriculation foncière, suivant une procédure administrative. Par contre, en Espagne, c'est le tribunal, c'est-à-dire c'est le juge qui gère l'immatriculation suivant une procédure judiciaire. Voilà. Donc voilà pour le point info histoire. Alors à présent, concrètement, le régime d'immatriculation foncière, ça consiste en quoi au juste? Alors le régime d'immatriculation foncière consiste à 2 points. Alors le premier point, c'est que ce régime-là permet d'immatriculer les immeubles suite à une procédure de purge, donnant lieu à l'établissement d'un titre foncier qui annule tous les titres et qui purge tous les droits antérieurs non mentionnés au cours de l'immatriculation. Alors, pardon, oui, excusez-moi. Le deuxième, ça consiste, donc le régime d'immatriculation consiste aussi à inscrire sur les titres fonciers tous les actes et tous les faits portant soit constitution, soit transmission, soit modification, ou éventuellement extinction de droits réels ou de charges foncières relatives à l'immeuble en question. Voilà. Et pour donc l'immatriculation foncière, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les attributions des conservateurs? Oui. Alors, concernant les attributions des conservateurs, donc il y en a 6. Alors, la première attribution, c'est donner une suite aux requêtes d'immatriculation et procéder s'il y a lieu à l'immatriculation des immeubles sur les livres fonciers. La deuxième attribution, c'est que le conservateur doit poster les mentions sur les livres fonciers concernant notamment les droits réels et les charges foncières constituées sur les immeubles. La troisième attribution, c'est que le conservateur doit conserver les livres fonciers et les maps cadastrales, ainsi que les actes, les plans et tout document relatif aux immeubles immatriculés. La quatrième attribution, c'est que le conservateur doit délivrer les certificats de propriété aux demandeurs. Et la cinquième attribution, c'est que le conservateur doit percevoir les droits et les taxes exigibles pour les diverses formalités. Voilà. Alors, ces conservateurs fonciers, qui les contrôle? Alors, c'est le conservateur général qui réside à Rabat. Donc, c'est celui qui contrôle les conservateurs dans l'exercice de leurs fonctions.
Également, le conservateur général, il a d'autres attributions, notamment il donne au conservateur toute instruction générale ou particulière. Il peut même évoquer aux fins de décision toute affaire d'immatriculation ou d'opération subséquente, soit d'office, soit à la requête des intéressés. Sauf que ces décisions-là, elles peuvent dans tous les cas faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Voilà. En tout cas, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les conservateurs fonciers sont contrôlés exclusivement au niveau central. Exactement, alors, à Rabat. Voilà. Concernant la procédure donc d'immatriculation foncière, est-ce qu'elle est obligatoire ? En général, l'immatriculation est facultative. Et la procédure d'immatriculation n'est entamée que sur demande des intéressés. Et cette demande-là est établie sous forme de réquisition, ce qu'on appelle en arabe al-matlab, matlab tahfid. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner justement certains exemples concrets pour lesquels cette immatriculation est obligatoire ? Alors, effectivement, l'immatriculation est obligatoire dans certains cas. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'une décision des tribunaux administratifs au cours d'une procédure de saisie immobilière. Un deuxième cas, c'est pour les immeubles compris dans les secteurs soumis au remembrement rural. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut retirer une réquisition après l'avoir déposée auprès de la conservation foncière ? Non. En fait, lorsqu'une réquisition est déposée, elle ne peut plus être retirée. Donc, il n'y a plus de possibilité pour le requérant de dessaisir le conservateur. Mais toutefois, c'est que la réquisition peut faire l'objet d'une décision de rejet de la part du conservateur, par exemple pour défaut de procédure de pièces. Donc, le requérant reste lié à l'immatriculation sauf rejet et non pas sauf retrait. Voilà. Alors, je rappelle que nous sommes avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Il est question aujourd'hui du régime d'immatriculation foncière. Alors, Mohamed Lazim, expliquez-nous quelle est la première étape de la procédure d'immatriculation foncière. Oui. Alors, la première étape de l'immatriculation foncière, c'est le dépôt d'une réquisition d'immatriculation à la conservation foncière. Et la réquisition remise au conservateur doit contenir bien évidemment un certain nombre de renseignements. Par exemple, l'identité complète du requérant avec état civil de sa nationalité. Également la description de l'immeuble avec ses tenants et ses aboutissants. Également, il y a aussi les droits réels existants sur l'immeuble. Et finalement, l'affirmation de la possession par un acte de milkiya ou un autre acte. Voilà. Donc la première étape, c'est donc de déposer une réquisition. Et quelles sont les personnes qui sont habilitées justement à la déposer ? Alors pour les personnes, donc il y a le propriétaire, Malik, il y a le copropriétaire, lequel doit indiquer l'identité des autres copropriétaires. Il y a les détenteurs des droits réels d'usufruit ou d'usage et d'habitation, ou d'amphithéose, ou également d'anticrèse. D'anticrèse, en arabe, ce qu'on appelle rahl hiyazi. Il y a aussi les détenteurs d'un droit réel, résultant d'un démembrement de propriété, admis par le droit musulman, ce qu'on appelle les droits coutumiers. Par exemple, le droit de Gilsa, droit d'Exa, droit de Zina, c'est ce qu'on a vu au titre d'un numéro précédent, le titre des droits coutumiers. Il y a aussi les détenteurs de servitudes foncières ou d'hypothèques. Et finalement, il y a le créancier hypothécaire non payé à l'échéance, qui entreprend une saisie immobilière en vertu d'un jugement qu'il a obtenu contre son débiteur. Voilà. Alors, et quels sont les effets de la réquisition d'immatriculation ? Alors, c'est qu'une réquisition déposée à la conservation foncière entraîne deux principaux effets. Le premier effet, c'est le déroulement normal de la procédure d'immatriculation. Le deuxième effet, c'est que la réquisition confère à l'immeuble une situation juridique particulière, que l'on appelle le régime de pré-immatriculation ou l'état de quasi-immatriculation. Voilà les deux effets, les deux principaux. Au chapitre des cas et exemples concrets, est-ce qu'on peut vendre un immeuble qui est en cours d'immatriculation ? Oui. L'immeuble en cours d'immatriculation peut être aliéné entre vifs, notamment être vendu par le requérant en totalité ou en partie, d'une manière divise ou indivise.
Ainsi, l'acquéreur peut, à son choix, suivre l'une de ces deux voies-là. Alors, soit la première voie, soit il peut simplement déposer l'acte d'achat à la conservation foncière, qui prendra un rang et sera ainsi opposable aux tiers et aux récurrents. Soit il peut le reprendre à son nom la procédure d'immatriculation par un rectificatif de réquisition. Voilà. Alors nous parlions il y a quelques instants du système de publicité qui est relatif à ce régime d'immatriculation foncière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Mohamed Lazim, comment se déroule la publicité des réquisitions? Alors la réquisition, ce qu'on appelle en arabe matlab tahfid, donc la réquisition d'immatriculation, une fois reçue à la conservation foncière, elle fait l'objet d'une large publicité. En fait, un extrait de cette réquisition sera publié au bulletin officiel. En plus, cet extrait-là sera placardé à la conservation foncière, au tribunal et au siège de l'autorité locale. Et cet extrait-là reste ainsi affiché jusqu'au jour fixé pour le bornage. Ce que je veux préciser ici, c'est que le Qaïd doit faire publier cet extrait également sur les souks de sa circonscription toutes les semaines jusqu'au jour du bornage. Et cette mesure-là n'est pas toujours observée. Pourtant, ces criers sur les souks sont bien plus efficaces que les avis et même les convocations qui sont souvent incompréhensibles au plus grand nombre des intéressés. Voilà. On retiendra ce précieux conseil. Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour tous ces éclairages. Je rappelle à nos auditeurs qu'il était question aujourd'hui du régime d'immatriculation foncière et nous aurons